Dans cette capsule-ci, on va aborder les premières sections du chapitre 3. On va vraiment poser le socle pour notre euh, compréhension et notre utilisation de la loi de conservation de l'énergie. Alors, je vais me tourner tout de suite vers les diapos. Or, ici, on illustre encore le mouvement de la balle. Une balle est en train de monter. Elle part avec une vitesse initiale V1 et on sait qu'elle va ralentir. V2 ralentit pourquoi? Elle ralentit en raison de la présence de la gravitation. Donc, pendant que la balle monte vers le haut, il y a un travail qui est fait par la gravité vers le bas. La force de la gravité est vers le bas, le déplacement est vers le haut. Donc, ce qu'on trouve, c'est le poids fois delta Y. Delta Y, c'est Y2 moins Y1, fois le cosinus 180. Le déplacement est vers le haut, la force est vers le bas. Et quand on joue avec les termes, ce qu'on trouve, c'est ceci. Par le théorème de l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique est égale au sens d'être causée par le travail de la gravité. Or, ce qu'on regarde ici, c'est qu'on pourrait réarranger les termes. Si on passe tout ce qui concerne la situation finale d'un côté et si on garde tout ce qui concerne la situation initiale de l'autre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui était présent dans la situation initiale et qui est conservé dans la situation finale. Ce quelque chose-là, qui est la somme d'énergie cinétique et potentielle, c'est ce à quoi on va donner le nom d'énergie mécanique. Alors, qu'est-ce qui est conservé? C'est la somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Ici, c'est gravitationnel, mgy. Et c'est autour de ça qu'on va travailler. On va maintenant, j'en ai déjà parlé dans la section, dans le chapitre précédent, on va introduire le concept de force conservative. Bon, le travail effectué par une force conservative ne dépend pas de la trajectoire, mais seulement des points initial et final de cette trajectoire. On a déjà vu qu'on connaît maintenant deux forces qui répondent à cette description-là. C'est le ressort et la gravité. Alors, si vous regardez, par exemple, si je déplace une balle de ce point-ci à celui-ci, on a montré que le travail de la gravité était égal à moins mg delta y. Quand je me déplace ici, il n'y a aucun delta y. Si je faisais le déplacement de cette manière-ci, ça me donnerait le même résultat que si je fais ce déplacement-là. Donc, tout ce qui compte, position finale et position initiale. C'est la même chose pour le ressort. Tout ce qui compte, on l'a montré, c'est la différence entre la position initiale et finale. Et en fait, ceci va être important parce que vous allez voir que dans les exercices qu'on va faire dans le chapitre 9 et successivement, ce qui va compter, ce n'est pas tellement la position absolue. Ce qui va compter, c'est la différence entre une position initiale et une position finale. Et ça va nous permettre de mettre nos zéros, le choix de notre position originale, là où on veut. Par exemple, vous savez déjà que l'énergie, vous l'avez vu au secondaire, on va voir, l'énergie potentielle, c'est MGH. Mais MGH ici ou MGH là, c'est la même chose, OK? Ce qui compte, c'est la différence delta H entre une position initiale et finale, et vous allez voir qu'on va se permettre des choix de systèmes de coordonnées qui vont faire notre affaire dans la résolution des différents exercices. Ici, je montre un exemple d'une force qui part d'un point A, c'est-à-dire on a un déplacement en présence d'une force, on sera un point B. La force conservative nous dit que si on le faisait comme ça, ou si on le faisait dans ce sens-là, le résultat serait le même, donc indépendant du parcours. Mais il y a une autre leçon intéressante à tirer de ça. C'est que si le point initial est égal au point final, donc le travail total, la balle qui monte et qui descend, le travail total est zéro. Dans une direction, il est positif et dans l'autre, il est négatif. Si je fais un parcours complet, le travail total est zéro. C'est
ce qui va donner lieu à l'idée de force conservative. Euh, Vous avez peut-être vu sur des chantiers de construction, on en a vu pendant je ne sais pas combien d'années, proche de Sainte-Thérèse, pendant qu'on construisait l'échangeur à la 640. On avait de très, très grands pieux à enfoncer dans le sol. Et vous voyez à ce moment-là une grue, on voyait une grue qui montait une lourde charge. Donc, le moteur de la grue travaillait contre la gravité, mettait de l'énergie potentielle dans ce gros objet-là, une espèce de masse. Puis ensuite, on laissait aller la masse qui tombait sur un pieu et qui enfonçait le pieu. Le travail que le moteur avait mis pour faire grimper la masse dans le champ de gravité, toute cette énergie-là, était maintenant redonnée par la gravité elle-même. En tout, si on néglige la friction, c'est un cycle complet où ce qui a été mis d'énergie est récupéré à la fin. Et j'en profite pour vous dire qu'en plus de là, on a un bel exemple d'application de la troisième loi de Newton. Imaginez si, au lieu de monter une masse et de la laisser tomber d'elle-même dans le champ de gravité, si on prenait la grue pour frapper sur le pieu, avec la troisième loi de Newton, ça nous dirait que la force avec laquelle la grue frappe sur le pieu frappe sur la grue et on détruirait la grue assez rapidement. Alors, revenons, quittons la construction et revenons à nos diapos et à notre loi de la conservation de l'énergie. Or, vous voyez ici que l'énergie gravitationnelle va être égale à mgy. Mais on se rappelle qu'on a dit que le travail de la gravité, c'était moins mg delta y. L'énergie potentielle ici semble être égale à moins le travail fait par la gravité. C'est la même chose pour l'énergie du ressort. Ça va être 1 demi kx carré, alors qu'on avait montré que le travail, c'était moins 1 demi. Donc, il y a un signe moins qui arrive ici. Et on va discuter un peu la provenance de ce signe moins-là. Je donne ici l'exemple d'un haltérophile qui doit prendre son haltère et la monter d'une certaine hauteur S. On va supposer qu'il la monte à vitesse constante, de sorte que le travail total, en raison du théorème de l'énergie cinétique, est égal à 0. Mais en fait, on a oublié que dans le travail, il y a 2 travaux. Il y a le travail fait par l'haltère et il y a le travail du champ gravitationnel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que mon haltérophile exerce une force vers le haut. Comme la masse monte à vitesse constante, ça veut dire que cette force-là est égale au poids. Mon haltérophile fait le travail FH fois S, déplacement et force sont dans la même direction, mais pendant tout ce temps-là, la gravité fait elle aussi son travail. Comme la gravité ici est égale à FH, mais en sens contraire du signe du déplacement, ce qu'on voit, c'est que ce que l'haltérophile a gagné, il n'a pas gagné en vitesse, ce qu'il a gagné, c'est qu'il a changé la position relative de l'haltère par rapport à la Terre. Ce qu'il a gagné, c'est qu'il a changé l'énergie potentielle dans le système. Donc, le résultat de son travail, c'est d'avoir changé l'énergie potentielle. Et on vient de discuter, et on le montre algébriquement ici, que l'énergie potentielle qu'il vient de mettre dans l'haltère est égale à moins le travail que la gravité faisait en même temps. Pour le ressort, ça serait exactement la même chose. Quand on pousse sur un ressort, je pousse sur le ressort dans cette direction, j'exerce une force dans la même direction que le déplacement, mais pendant que je fais ça, le ressort pousse sur moi. Donc, pendant que je pousse sur le ressort pousse sur moi et mon travail, l'énergie potentielle que j'accumule dans le ressort, est égal au travail que le ressort faisait dans le sens inverse. Encore là, on voit l'origine du signe moins qu'on va retrouver partout. Donc, pour l'énergie gravitationnelle, ça va être mgh, mg delta y,
Et pour le ressort, ça va être 1/2 K x final au carré moins x initial au carré. Si vous allez regarder ce qu'on a montré au chapitre 8, le ressort, le travail du ressort, c'était, on avait ici xi au carré moins xf au carré. Et pour l'énergie, pour le travail de la gravitation, on avait un moins mg delta y. Si on regarde un système comme celui-ci, il y a un ressort et il y a une masse. Dans l'exemple qui est donné, on va supposer qu'au moment 0, le ressort a été détendu par la présence de la masse et on est dans une position d'équilibre. Dans l'exercice, on dit qu'on tire sur le ressort sur 80 cm et on nous demande comment les énergies ont varié. Ben, si vous voyez, on a étiré le ressort, donc on a travaillé contre le ressort. On a donc accumulé de l'énergie potentielle dans le ressort, 1/2 K fois 80 cm au carré. Mais on a mis notre 0 ici pour le ressort, son nouveau point va être ici. Si on a mis notre 0 ici aussi pour la gravitation, bon, notre système des Y va toujours être vers le haut pour la gravitation, mais on peut prendre notre 0 où on veut. Alors, si on a mis notre 0 ici, alors le x final va être en position négative par rapport au y. Le y final va être en position négative par rapport au y initial. Ça va donc être un moins 80 cm. Et ce qu'on voit bien, c'est que la nouvelle énergie potentielle va être moins mg fois 80 cm. On a donc diminué l'énergie potentielle gravitationnelle. OK. Sur ce point, ça va être très important que ça devienne quasiment une seconde nature d'y penser. Monter un corps dans le champ de gravitation augmente son énergie potentielle. Au contraire, le descendre diminue son énergie potentielle. On a dit tout à l'heure que l'énergie mécanique globale, cinétique et potentielle est conservée. Quand la balle part de la main, elle quitte avec une certaine énergie cinétique. Elle monte et en haut complètement, elle va avoir perdu toute son énergie cinétique. Au retour, elle aura de nouveau la même énergie cinétique qu'au départ. Ce qu'on a dit, c'est qu'en haut de la courbe, l'énergie cinétique a été conservée sous une autre forme, énergie potentielle. Ça veut dire que pendant qu'elle monte, la balle est en train de perdre de l'énergie cinétique, mais d'acquérir de l'énergie potentielle. Au moment où elle a perdu toute son énergie cinétique, tout est devenu sous forme de potentiel et à l'inverse, on redescend, on gagne de la vitesse, donc on gagne de l'énergie cinétique et on perd de l'énergie potentielle gravitationnelle. Il faudrait que ça devienne une sorte de deuxième nature. Quand vous allez faire votre cours d'électricité, vous allez avoir les mêmes notions d'énergie potentielle et cinétique. Pour la gravité, l'intuition est très simple. On vit dans la gravité depuis qu'on est bébé. Et on sait que la gravité est toujours vers le bas. En énergie, en électricité, ça va y avoir une différence. Parce que la force électrique est tantôt attractive et tantôt répulsive. Alors, il va falloir adapter ces concepts-là, mais l'idée va être la même. L'énergie potentielle augmente dans la direction où l'énergie cinétique diminue et vice-versa, évidemment. On va revenir un petit peu à notre diapo. OK. Alors, il y aura un autre exemple ici que je vais aller regarder avec vous dans le livre. Or, on vient de montrer que pour des forces conservatives, la gravité en est une. Ici, on va négliger les frottements. L'énergie mécanique est conservée. L'énergie mécanique, par définition, ça va être cinétique plus potentielle. Elle est conservée, ça veut dire que l'énergie initiale, la somme des deux énergies, est égale à l'énergie finale à n'importe quel point durant la descente. Ça veut dire, on peut le voir autrement aussi, si on regroupe les termes en cinétique, KF moins KI, et ici KF moins KI, on aurait UI moins UF. Vous voyez que delta K est égal à moins delta U, c'est-à-dire si l'énergie cinétique augmente, ça se fait au détriment de l'énergie potentielle et vice-versa.
On va aller regarder l'exemple 9.3 dans le manuscrit et c'est à la page 273. Je vais le regarder dans le livre lui-même, c'est relativement facile. On a une montagne russe, la voiture ici se déplace à 1 mètre seconde et elle va commencer sa descente. La descente, en bas, à 30 mètres, on veut savoir, en négligeant le frottement, quelle devrait être la vitesse du wagon à l'arrivée au bas. Or, on va partir étant donné qu'il n'y a pas de travail extérieur, je vais y revenir tout à l'heure, l'énergie mécanique initiale est égale à la finale et on nous demande l'énergie finale. Alors, on va écrire cette équation-ci, on va l'ouvrir en quelque sorte. C'est l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. On va mettre notre zéro ici en bas, mais on aurait très bien pu décider de le mettre en haut, et ici, ça aurait été un chiffre négatif. On met 0 ici, donc ici, c'est positif. Le y final, lui, va être égal à 0, puisqu'on va être rendu ici, mais le y initial, ici, va être égal à 30. La vitesse initiale, nous la donnait, c'était 1 mètre seconde. Or, on voit qu'ici que les masses s'annulent toutes, et on peut facilement résoudre pour la vitesse. Alors, je vais revenir à nos diapos, et je vais dépasser un tout petit peu ça pour qu'on puisse ensuite aller regarder différents exercices. On vient de voir ici que d'un système isolé, il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Mais si vous vous rappelez ce qu'on a vu au tout début du chapitre 8, ce qu'on a vu au tout début du chapitre 8, on va y arriver, c'est que si je prends un système qui peut contenir un ou plusieurs objets, si je fais un travail sur le système, je suis en train de lui ajouter de l'énergie. Et ce qui résulte à la fin, c'est le travail, l'énergie mise dans le système. Mais ça peut être de l'énergie qui est enlevée au système, par exemple, par un frottement. Or, je montre ici la forme générale de la loi de conservation d'énergie. Prenons un système qui peut contenir plusieurs corps, plusieurs types d'énergie. Ici, on a l'énergie du ressort et des énergies gravitationnelles. Et si on ajoute un frottement, le frottement est une force non conservative. On appelle ça le travail extérieur. Toute force non conservative, ça peut être un moteur. Pour nous, la plupart du temps, ça va être un frottement. Ça pourrait être de la chaleur qui est rajoutée d'un système. Si on regarde cette équation-ci, ce qu'elle veut dire, c'est prenons un système dans son état initial, exerçons un travail sur lui, le résultat, c'est l'énergie mécanique finale. Voici le théorème dans sa forme la plus complète. Évidemment, si W extérieur est égal à 0, on revient à ce qu'on a vu précédemment. Delta E mécanique est égal à 0. On aurait delta K plus delta U égale 0. Donc, delta K égale moins delta U. Or, je vais compléter ici cette capsule parce qu'elle a déjà assez duré. Et on va revenir dans les capsules qui suivent. Certains exercices qu'on va regarder ensemble qui concernent les systèmes isolés dans lesquels il n'y a pas de perte par frottement. Et ensuite, on va regarder l'application de ce qu'on voit sur l'écran, le théorème des énergies dans sa forme complète. Donc, un exemple assez complexe dans une autre capsule avec un exercice assez complexe lui aussi, incluant du frottement. Alors, je vais compléter ici.